depuis les années, le début du 19e et du 20e siècle, c'est-à-dire au moment où se développe de plus en plus une pensée africaniste, les juristes se sont dit qu'en fait, depuis la disparition des droits précoloniaux, ou alors la démolition, la destruction des droits précoloniaux par les colonisateurs, il n'y a pas eu un droit public africain, un droit africain, on peut même le dire, on peut l'étendre, il n'y a pas eu de droit africain véritable, que tout ce droit n'est en quelque sorte que la reprise de ce que le colonisateur a légué. C'était la doctrine du mimétisme juridique qui avait été développée par le professeur Gérard Tinci et brillamment repris par le professeur Dukungu dans un article qui a eu un grand retentissement en 1972. C'était donc la thèse du mimétisme, la thèse de la réception aveugle du poids de l'ex-colonisateur. Cette thèse a eu un grand succès, un très grand succès, puisque jusqu'à présent, elle compte encore de nombreux disciples. Dans le local de l'université de Yaoundé, il y en a beaucoup, après le professeur Dukungu, le professeur Ndeb, le professeur Maurice Canto, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, poser la question de savoir s'il existe un droit public africain, c'est quelque part interroger cette pensée, c'est interroger cette façon de percevoir le droit public africain. Et derrière cette question, évidemment, se trouve la problématique même de l'enseignement du droit dans les universités. Parce que si en fait il n'existe pas un droit public africain et que les États africains se sont contentés de reproduire dans leur contexte des droits étrangers, alors pour enseigner le droit constitutionnel ou le droit administratif, il ne faut pas se creuser la tête, il faut simplement ouvrir des ouvrages, faire des parallèles avec les textes nationaux et on a tout le reste. Bref, ça nous facilite la tâche. Alors que une thèse contraire, celle postulant ou avançant ou défendant l'idée de l'existence d'un droit public africain, donne plus de responsabilité aux universitaires et les oblige à fabriquer ou à construire, à le systématiser. C'est un intérêt important et c'est pour cela qu'il importe de jeter sur la question un regard lucide. Un regard lucide qui évidemment tient compte de toutes les conséquences, tient compte de tout ce qui a été dit. La doctrine ivoirienne, par exemple, avec le professeur René Denis-Segui, qui a souvent dit qu'il n'existe pas. Il avait dit sous une forme, j'allais dire, très très saisissante, il disait le Conseil d'État n'appartient pas qu'à la France. Il appartient, il fait partie du patrimoine commun de l'humanité. Ah, mais c'était peut-être un peu excessif, mais au moins l'idée selon laquelle nous avons, les Africains, ont repris le droit français et les autres droits était ainsi très clairement exprimé. Nous allons adopter une position contraire. Une position contraire pour dire qu'il existe effectivement un droit public africain, un socle commun du haut droit public africain. Nous verrons comment ce socle s'est formé, comment il s'est formé, comment il a évolué, avant de constater que c'est plutôt maintenant que progressivement ce socle semble céder sous les événements nationaux et internationaux. L'existence d'un droit public africain est donc, à mon sens, incontestable et pour cela, des arguments juridiques peuvent être avancés, certes, mais également des arguments historiques. Allons au début de la colonisation entendue au sens large, parce que toute la thèse de la réception du droit du colonisateur en Afrique se fonde sur le fait qu'à l'époque coloniale, du fait de l'assimilation, de l'application de la politique d'assimilation, les populations des territoires d'outre-mer et celles de l'État colonisateur étaient régies par un même droit fabriqué par les autorités coloniales. Eh bien,
les faits tendent à contredire cette approche. Il ne faut pas oublier que la France, par exemple, entre en Afrique en 1776 par le Sénégal. Or, en 1774 déjà, s'agissant de sa colonisation dans les îles de Saint-Domingue et autres, le roi de France avait publié un document que l'on appelle la lettre de cachet. La lettre de cachet de 1774 qui posait un principe simple, le principe selon lequel le droit fait en métropole n'était pas automatiquement applicable à l'outre-mer. C'est un principe qui existe d'ailleurs jusqu'à présent entre le droit français et le droit des dom-toms. Il existe depuis 1774 parce que la conviction avait été formée selon laquelle il fallait tenir compte des particularismes locaux. Et que le droit, comme le disait le maréchal Biodé au Maroc, le droit fait pour la France n'est pas forcément bon pour les territoires d'outre-mer. Ce principe, que l'on a appelé le principe de la spécialité législative, s'est ainsi imposé dans le droit colonial. Il a fait en sorte qu'il existait en réalité deux droits, le droit métropolitain et le droit colonial, c'est-à-dire le droit d'outre-mer. Et selon ce principe de la spécialité législative, les textes et même la jurisprudence pris outre-mer, j'allais dire en métropole, n'étaient pas appliqués automatiquement outre-mer. Et pour qu'ils y soient appliqués, il fallait d'abord remplir la formalité de la promulgation. C'est ce qui justifie que beaucoup de textes pris en métropole n'étaient pas applicables à l'outre-mer. Je pense au principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires, la loi de 1624 août 1790, qui n'avait pas été appliquée. Et même, plus proche de nous, la loi de 1957 sur le contentieux des accidents de la circulation n'avait pas été repris chez nous. C'est le cas aussi de l'arrêt, si l'on prend le cas de l'arrêt du parquet local. Les faits se déroulent en Côte d'Ivoire, mais c'est le Conseil d'État français qui avait rendu un arrêt qui n'était applicable qu'à la puissance coloniale française. Ce principe de la spécialité législative a donc justifié que ce droit fabriqué par des autorités, les mêmes autorités françaises ou anglaises ou portugaises, avait en réalité deux dimensions. Une dimension appliquée en métropole et une autre dimension appliquée dans l'outre-mer. Et d'ailleurs, l'on observera que beaucoup de ces textes n'avaient pas été promulgués outre-mer. Ça, c'est un point absolument important qui justifie qu'à l'époque déjà, il y avait le droit métropolitain et le droit colonial. Ça signifie bien qu'il y avait deux droits. Et même lorsque les juridictions étaient créées localement, celles-ci avaient leur ordre à part, comme par exemple le cas du Conseil du contentieux administratif, dont les décisions étaient déférées devant le Conseil d'État, mais ce qu'on avait appelé la section coloniale du Conseil d'État. Cela est fondamental et c'est ce qui justifie que depuis lors, il s'est développé un droit différent de celui de la métropole, notamment du droit français. Il faut également souligner que les autorités coloniales locales disposaient d'un pouvoir réglementaire. Ce pouvoir réglementaire qui leur permettait d'édicter localement des règles juridiques applicables à leur circonscription de compétences et évidemment inapplicable en métropole. C'était là un facteur supplémentaire de différenciation des droits coloniaux et des droits d'outre-mer. C'est pour cela qu'il est important de faire un peu l'histoire de chacune de nos grandes disciplines, le droit public, le droit privé, et même à l'intérieur de celle-ci, de certaines disciplines telles que le droit civil. L'on se souvient par exemple que l'un des ancêtres lointains du droit camerounais de la famille
C'est un arrêté de 1924 sur le mariage interreligieux. Nos tout premiers textes camerounais en la matière. Le code d'instruction criminelle qui avait été adopté, qui était appliqué à l'époque en métropole, n'était pas systématiquement applicable en Afrique, parce que l'on sait très bien qu'alors, il y avait ce qu'on appelait, le mot ne me vient pas, l'indigénat. Du fait de l'indigénat, les règles de procédure criminelle applicables en métropole ne l'étaient pas forcément chez nous. De même, le code civil, qui avait été repris article par article. Et c'est pour cela, toujours pour dire qu'à l'époque, il était difficile de parler de l'application d'un même droit et du fait du principe de la spécialité législative. Il faut dire qu'en 1924, alors que venait de s'instaurer depuis 1916 la domination politique française sur le Cameroun, les autorités françaises ont pris un acte fondamental dans la connaissance du système juridique camerounais. C'était l'arrêté du 1er mai 1924. Cet arrêté du 1er mai 1924 qui disposait clairement que les règles juridiques, toutes, quelles que soient les disciplines, prises en métropole, ne pouvaient pas être appliquées aux colonies et que pour le local du Cameroun, l'arrêté du 1er mai 1924 introduisait dans l'ordre juridique camerounais tous les textes qui étaient pris pour l'Afrique équatoriale française. Il s'agissait là d'une violation non seulement du mandat, mais aussi des principes les plus élémentaires, parce que l'on soumettait un territoire sous mandat, c'est-à-dire placé sous la protection de la SDN à l'époque, on le soumettait à des normes juridiques émises, ou j'allais dire conçues, pour des territoires colonisés de l'Afrique équatoriale française. Je pense au Gabon, au Congo, ainsi de suite. Ce qui fait que la base fondamentale de notre droit, ce n'est pas constitué par des arrêts de Conseil d'État, la Cour de cassation et autres, mais plutôt par les règles juridiques alors appliquées en Afrique équatoriale française. Et cela est fondamental, et pour on me demande d'arrêter déjà, mais je vais quand même essayer de résumer ce qui reste. Donc, ces autorités émettaient donc des règles juridiques, et ce sont ces règles juridiques qui vont être reprises par l'ordonnance d'Alain Planté de 1958. Cette ordonnance d'Alain Planté qui dit les règles juridiques applicables au territoire camerounais au moment de la prise de cet acte demeuraient en vigueur sous réserve de leur modification ultérieure. Certains y ont trouvé dans cette disposition la possibilité, l'idée selon laquelle l'on avait repris le droit français, alors qu'en réalité, il s'agissait de reconduire les règles juridiques en vigueur dans les territoires africains. C'est ce droit donc inspiré d'une idéologie que l'on a systématisée après. D'abord, que le professeur, monsieur le président Kebambaye du Sénégal a systématisé dans un article devenu fameux, droit au développement. Il a systématisé, suivi par le professeur Maurice Kamto, c'est cette philosophie donc systématisée qui s'appelait l'idéologie de la construction nationale, que le professeur Maurice Kamto a très bien, j'allais dire, systématisé dans sa tête. Ça veut dire qu'alors que le droit métropolitain était traversé par le principe de liberté, les droits africains étaient quant à eux, j'allais dire, informés, c'était des droits irrigués par l'idée de la construction nationale selon laquelle il fallait mettre des libertés de côté pour privilégier le développement économique et social. C'est ce socle commun qui constitue le droit public des États africains. Un socle qui tend évidemment à céder sous les mécanismes de libéralisation. C'est aujourd'hui, depuis la mondialisation, la libéralisation
la démocratisation que progressivement on retrouve une certaine identité d'approche entre les droits camerounais, africains en général, et les droits des États occidentaux, même si des mouvements de résistance à l'application de cette idéologie ou à la disparition de cette idéologie sont évidemment très nombreux. Ce qui fait que finalement, les droits africains et les droits camerounais se sont développés, sont issus d'une même source, mais sont différents dans leur inspiration, dans leur expression, en dépit de l'homonymie des concepts. Je prends quelques exemples. Ils sont nombreux dans le droit public camerounais. Lorsque vous parlez au Cameroun, jusqu'à une date récente, de la voie de fait, vous avez également la voie de fait en France, mais ce n'est jamais la même chose. Parce que chez nous, la voie de fait a longtemps, j'allais dire, exprimé la réquisition indue de la force publique. Nous parlons des actes de gouvernement, comme en France, mais la conception ou le contenu des actes de gouvernement en France n'est pas le même que les actes de gouvernement au Cameroun. Il en est le même en Algérie. Lorsqu'on parle des voies de fait, là-bas, c'est tout simplement, pendant longtemps, le mot voie de fait a exprimé l'idée de la législation sur les biens vacants, les biens qu'avaient laissés les Français au moment de leur départ. Donc, pour ma part, c'est aujourd'hui qu'il y a un mouvement des droits africains vers les droits occidentaux, le droit français et autres. Et autrefois, ils étaient très différents. Monsieur le professeur Okébi, j'aurais bien pu continuer, mais là, je dois m'astreindre à la discipline que vous nous imposez d'une main de fer. Merci, monsieur le doyen, de respecter la discipline du directeur de l'école de droit de Bordeaux. Finalement, voilà, c'est une circulation du droit de nos universités, une circulation des disciplines. Alors, je suis frustré, nous sommes tous frustrés évidemment, parce que le thème de la spécificité est un thème absolument essentiel pour ouvrir notre débat. Merci d'avoir respecté la règle et je laisse immédiatement la parole et sans plus tarder notre collègue Jean-Paul Marcus pour discuter et finalement un peu en écho, j'imagine, de la question du droit constitutionnel, des droits publics, du droit public africain confronté à la recherche de ces modèles. Chers collègues, vous avez la parole pour la quinzaine de minutes requises. Merci, Monsieur le Président. D'abord, laissez-moi vous exprimer ma gratitude, ma reconnaissance et l'honneur que j'ai d'être ici devant vous. En tant que directeur, professeur de l'Université Percé à Saint-Quentin, directeur du GIP, nous sommes désormais unis avec le CERCAF, en droit camerounais comme en droit français d'ailleurs, par une convention. Et cette manifestation à laquelle vous assistez est la première manifestation qui découle de cette convention, et j'espère pas la première, puisque nous travaillons déjà avec mon collègue Abané à une autre manifestation sur des problèmes également de droit public, mais pourquoi pas diversifier également avec des problématiques de droit privé et atteindre cette notion, cette vision transversale qui est le droit et pas seulement le droit public. Alors, c'est une amabilité très sincère et que je veux écouter. Je vais entamer ma contribution sur le droit administratif africain à la recherche de ses propres modèles. Alors, c'est assez curieux venant d'un français, et je vais commencer par un truisme d'ailleurs, avant d'être plus iconoclaste après les discussions que vous avez entendues. Je vais commencer par un truisme. On sait que depuis la décolonisation, les législations africaines, aussi diverses qu'elles soient, ont été souvent copiées, plaquées, à partir des institutions d'anciennes métropoles. C'était logique s'agissant de classes dirigeantes qui avaient émergé à l'époque, qui avaient été formatées en France et qui connaissaient un modèle qu'elles voyaient comme le modèle de développement économique et qu'elles ont très légitimement mis en œuvre. Surtout que, ce qui est, le modèle juridique français de l'époque brillait encore de mille feux, et c'est là que vous me voyez venir. Ce modèle a quand même inspiré en 1957 une bonne part des institutions de la communauté européenne de l'époque. Et donc, ce n'est pas ce que je souhaite remettre en cause. Et les discussions là-dessus sont déjà presque périmées. Ce que je souhaite aborder ici, c'est que
indépendamment de ce phénomène de mimétisme, sur lequel je ne reviendrai pas, on évoquera, mais je me pose la question de la pérennité de ce modèle. Dans l'absolu, ce modèle reste-t-il le modèle idéal? Et ce modèle, sans céder au French bashing, comme on dit désormais chez nous, il ne s'agit pas de critiquer le droit français que j'aime et que j'enseigne, ce n'est pas le but, mais on peut s'interroger quand même sur la pérennité de ce conformisme au modèle français, alors que le droit français lui-même puise de plus en plus dans les autres droits, le droit anglo-saxon notamment, et que le droit français, il faut le dire aussi, c'est quelque part dévalué, a perdu un peu de son éclat. Donc je poserai deux questions, même si je vais je me poserai deux questions. Est-ce que d'abord, ce modèle est toujours légitime? Et indépendamment de la légitimité du modèle, je me poserai la question de savoir comment on importe un modèle. Est-ce que ce modèle doit être importé tel quel? Malheureusement, certaines expériences que j'ai me montrent que souvent ces modèles sont plaqués sans adaptation. Et donc, je me poserai la question du mode d'importation de ces modèles. Et donc, je vais commencer tout de suite par la légitimité du modèle français, du modèle législatif, administratif français. Alors, quand on s'interroge sur la légitimité d'un modèle de telle ou telle nationalité, on s'interroge peut-être d'abord sur la légitimité du modèle en général, et ensuite sur la légitimité de ce modèle en particulier. Qu'un modèle ne fonctionne pas, on peut comment dire, on sait que le modèle tel qu'il a été importé, le modèle français tel qu'il a été importé juste après la décolonisation, n'a pas donné de résultats escomptés, notamment en termes de développement économique, en termes de démocratisation, et il est souvent, cet échec est souvent attribué à l'accaparement de ce modèle par une classe dirigeante. Je ne suis pas venu donner des leçons, simplement je constate que je pense que scientifiquement c'est largement incomplet. Scientifiquement, ça a été démontré désormais. Par exemple, mon camarade et collègue Alain Mondua, dans un article assez audacieux dans l'Afrique contemporaine, a démontré par exemple que l'importation d'une constitution basée sur l'indivisibilité, la nation indivisible, cette importation telle quelle de cette constitution avec ce concept, n'a pas donné les résultats escomptés, peut-être parce que, et je résume de son article qui était très riche, peut-être tout simplement parce que déjà ce modèle n'était pas signé en France, il était encore moins évident dans les pays africains. En France, l'unité et l'unité de la nation française s'est quand même faite en plusieurs siècles. Il a fallu, déjà elle n'est pas toujours évidente, il suffit de descendre au sud vers la Corse, le Pays Basque, ce n'est pas toujours évident. La Nouvelle-Calédonie étant quelque part en partance, à l'indépendance. Donc ce modèle n'est pas... déjà le modèle lui-même de l'indivisibilité française n'est pas évident. Dans d'autres pays, la Belgique, il est encore moins évident. Et donc, Alain Mondua a démontré que l'unité ne découle pas simplement d'une constitution. L'unité découle d'une histoire. Alors, est-ce qu'il faut forcément l'indivisibilité? Est-ce qu'il faut forcément s'exprimer en termes d'indivisibilité? Est-ce qu'il faut forcément recopier ce modèle? Alors, je suis passé par la Constitution pour revenir vers le modèle législatif, le modèle administratif, et on a aussi dit que ce modèle était le modèle idéal, notamment le modèle du droit administratif français, le modèle institutionnel français, c'est le modèle idéal en matière de développement économique. Et là encore, j'ai quelques objections. D'abord, le développement économique européen, et français en particulier, c'est quand même fait en plusieurs siècles, à la suite de révolutions industrielles notamment, et ces révolutions industrielles se sont déroulées sous des régimes qui n'étaient absolument, sous des historiques et des contextes et des régimes qui étaient absolument les mêmes, que ce soit la royauté avec Voltaire, que ce soit ensuite l'Empire avec Napoléon III. On peut aujourd'hui citer la Chine qui se développe économiquement à l'abri d'une dictature vigilante. Et donc les contextes ne sont jamais les mêmes. Et cet argument économique qui a été avancé à l'appui du modèle institutionnel français, cet argument économique, du développement économique, peut être également
ce sont beaucoup de pays africains eux-mêmes qui ont contesté ce modèle en allant vers le monopartisme et tout simplement selon les thèses de Rostock notamment, en disant que puisque le système institutionnel occidental ne fonctionne pas, allons vers un système monopartique qui lui-même n'a pas fonctionné, et puis on est revenu au ce qu'il est convenu d'appeler le mimétisme, mais attention, le mimétisme post-monopartisme n'est pas le même mimétisme que le mimétisme post-colonial. Entre-temps, une nouvelle génération de dirigeants a fait que ce mimétisme a été peut-être plus intelligent. Et il en résulte que les constitutions actuelles ont été tropicalisées, mais également les législations actuelles ont été tropicalisées pour tenir compte des spécificités. Ce qui nous mène, une fois qu'on a remis en cause les modèles en eux-mêmes, on peut remettre en cause le modèle français lui-même. Et ce modèle de droit administratif, je me cantonne à ce domaine, il a considérablement évolué. Depuis la décolonisation, le droit administratif français s'est totalement métamorphosé. Sans faire ici un cours de droit administratif, on peut dire qu'il a évolué vers une plus grande transparence, une protection de l'administré, plus de contradiction, une plus grande, et puis surtout une privatisation des méthodes. Une privatisation au sens de l'essor de la méthode contractuelle, au détriment de la méthode unilatérale, au sens de la recherche d'efficacité, voire de rentabilité, le mot n'est pas politiquement correct chez nous, et au sens d'une mise en concurrence des services publics. Tout ça fait que voilà, notre modèle a évolué, et il est évident qu'on ne peut pas rester sur des modèles précoloniaux. Et puis, le gros défaut aussi du modèle français, malheureusement, il a été pointé non pas par nous les enseignants, mais par le Conseil d'État lui-même, c'est son instabilité. Comment peut-on importer un modèle si instable? Le rapport même du Conseil d'État nous renseigne sur à la fois sur l'instabilité de ce droit, alors que le Conseil d'État lui-même, sa jurisprudence est elle-même toujours plus instable. La durée de vie d'un grand arrêt est toujours plus courte. Je pense à certains arrêts comme Tropic Travaux qui n'avaient plus que 10 ans. Ce modèle est instable, ce modèle est aussi complexe, et c'est aussi le Conseil d'État qui le dit, comment apporter un modèle complexe, et à cette instabilité s'ajoute la perméabilité toujours croissante du droit français, perméabilité au droit notamment anglo-saxon. Et là, je ne vous fais pas la liste de tout ce qui a été importé, et notamment en commençant peut-être par le plus ancien, je citerai des pays nordiques, l'Ombudsman en 1973, qui est devenu le médiateur de la République à l'époque, en droit public, les principes de sécurité juridique et de confiance légitime qui sont d'inspiration allemande et qui nous sont arrivés par l'Union européenne, le droit des faillites, plus récemment avec la mise sous sauvegarde qui vient des États-Unis, l'action de groupe, le droit de la régulation qui a dû s'acclimater en France. Le droit français était très étranger au droit de la régulation, au point que le Conseil d'État a fini par adopter tout récemment la recevabilité contre les actes de droit souple. Alors, ce qui fait que le modèle français étant ce qu'il est, avec ses variations, sa complexité, on peut se poser la question de comment importer un tel modèle. Il faut aussi importer un tel modèle. C'est donc le problème de la légitimité du mode d'importation après la légitimité du modèle. Alors, il faut d'abord tirer quelques leçons de ce plaquage législatif, l'importation un peu irraisonnée de lois et d'institutions françaises. Alors, je vais prendre deux exemples que je vais écouter, mais je vais simplement les citer. En France, un exemple d'échec français d'importation de droit américain, c'est le fameux partenariat public-privé, qui a été importé en 2004 par l'ordonnance. Ce partenariat public-privé qui était censé être miraculeux en termes de finances publiques, qui était censé nous faire gagner faire gagner l'administration énormément d'efficacité et de gains en rentabilité, en remplaçant en quelque sorte les anciens outils qui étaient le marché public, la délégation de service public, par des contrats globaux. Parce que c'est vrai, le marché public, la délégation de service public, ce sont des activités administratives très consommatrices en main-d'œuvre, très consommatrices de services administratifs. Et on s'est dit, bien, c'est un moyen de faire un gain en efficacité. Alors, il se trouve que la Cour des comptes en 2015 a laissé un bilan désastreux de ces partenariats publics-privés qui ont coûté très très cher à l'administration sans nécessairement la décharge de toutes ces tâches administratives. Et très très cher parce que ces contrats qui sont très étrangers à la culture des élus locaux, des directeurs d'hôpitaux, des directeurs d'université, ces contrats ont conduit nos dirigeants à
accepter des clauses qu'ils ne connaissaient pas, des clauses qui étaient étrangères, des clauses qui les ont enchaînées des années durant, nous payons encore ces contrats, qui ont fini par créer un endettement pour des dépenses de fonctionnement, un endettement sur les générations futures. Donc voilà, on en est revenu de ce modèle-là. L'échec africain, du côté africain, cette fois, c'est une expérience personnelle que j'ai eue au Brazzaville. C'était déjà ancien, c'était en 2003, une loi de décentralisation. La loi c'était une loi du 6 février 2003 de décentralisation, qui avait été à l'époque, alors je suis désolé, mais moi j'étais toujours plus étranger, que j'étais là pour faire des cours de droit public économique, et j'étais assez étranger à ce processus, mais j'avais croisé là, dans un colloque, le préfet Orca, donc à la retraite, qui avait sorti ce texte. Et un grand colloque, le ministère de l'Intérieur, etc., qui nous présentait cette loi, qui était un copier-coller de la loi du 2 mars 82 française, qui avait pêle-mêle importé donc les rangs, tous les différents degrés de centralisation et décentralisation. Et il n'y avait pas de préfet à l'époque au Brazzaville, et on les a créés pour l'occasion. Et simplement, cette loi est restée en quelque sorte, enfin sauf contradicteur, cette loi est restée en quelque sorte hors sol, parce qu'elle n'a pas pu, la loi de la décentralisation française en 1982, cette loi qui a été le grand soir, comme on dit, de la décentralisation, cette loi s'est fondée sur un passé qui est l'assise territoriale de l'État, la culture juridique des élus locaux qui ont appris à connaître les limites, leur pouvoir, l'étendue de leur pouvoir et les limites de leur pouvoir, la culture de la légalité chez les élus locaux, ce sur quoi finalement a pu s'asseoir, se fonder la décentralisation. Ça n'avait pas été le cas au Congo-Brazzaville, dans un pays d'ailleurs où la population de 4 millions d'habitants était essentiellement concentrée sur 2 villes, et donc est-ce qu'il était nécessaire de créer, si je me souviens bien, un département, une région, etc. Et donc cette loi, aux dernières nouvelles, est restée relativement sans effet, et peut-être qu'il aurait fallu trouver d'autres solutions, inclure les réseaux traditionnels, etc. Alors, finalement, est-ce que les législations doivent être introduites, importées de façon systématique et réfléchie? La réponse est dans la question. Le Cameroun, pour ne prendre que cet exemple, vous l'avez dit encore, est le berceau en tout cas l'ethnie de toute cette partie centrale de l'Afrique. Il y a des structures qui existaient auparavant, il y a des particularités, et ces particularités existaient bien avant la puissance coloniale. Et je doute d'ailleurs, M. Bonnier, quand vous dites que le droit était déjà différent sous la puissance coloniale, oui, mais dans quel sens? Est-ce que le droit que la puissance coloniale a bien voulu appliquer dans les colonies était un droit, un sous-droit quelque part, un droit qui n'était pas forcément le plus favorable aux droits de l'homme, aux droits locaux, etc. Donc il y avait bien une spécificité, mais je ne suis pas sûr que ce soit la spécificité que tout un chacun aurait souhaité. La spécificité, à mon sens, tient dans le respect des particularités et pas dans l'uniformisation forcée. Et c'est là que je serais peut-être le plus iconoclaste. Le droit français est basé sur l'harmonisation, l'unité, l'indivisibilité, etc. Mais cette unité s'est faite en plusieurs siècles sur la base de mythes fondateurs, Jadin, Vercingétorix, et même la résistance sous les Allemands. Une partie évidemment est factuelle, l'autre partie tient du mythe, ça a été démontré. Est-ce qu'il ne faut pas laisser le temps au temps, ou alors tabler sur un autre type de législation? Une législation peut-être qui ne se comprendrait pas dans l'uniformité, comme par exemple la laïcité, qui en France est conçue de façon très oppressante, et que beaucoup réclameraient comme plus ouverte. Donc, est-ce qu'on ne peut pas réfléchir plutôt en termes de polycentrisme juridique assumé? Ça se fait déjà en France. Je réfléchissais, après vous avoir écouté M. Doyen, en France, nous avons déjà des droits locaux qui sont reconnus en Nouvelle-Calédonie, à Mayotte. Alors c'est vrai que c'est